C'était Affinité élective, une émission de Francesca Isidori, à la technique Vincent René, réalisation Bruno Sourcy, une émission que vous pouvez écouter ou réécouter sur le site de franceculture.com. Merci à tous. France Culture, 22h, le journal Jean-Louis Crimon. Bonsoir. Après le Premier ministre britannique Gordon Brown hier, c'est le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui annonce aujourd'hui ne pas pouvoir assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques le 8 août prochain à Pékin. Ban Ki-moon invoque des problèmes d'emploi du temps en raison d'engagements antérieurs à Pékin, de croire ou non ce qui fait déjà sourire le Pékin moyen. Plus sérieusement, ce sont aujourd'hui les députés européens qui mettent la pression sur les dirigeants de l'Union européenne en leur demandant de conditionner toute participation à la cérémonie d'ouverture des JO à la reprise d'un dialogue, d'un vrai dialogue, entre le régime communiste et le Dalai Lama. Bruxelles, Quentin Dickinson. Il est relativement rare qu'au Parlement européen, une telle majorité se dessine autour d'une véritable injonction faite au Conseil des ministres de l'UE, c'est-à-dire aux 27 États membres de l'Union. 580 voix pour, 24 contre et 45 abstentions. Le doute n'est pas permis. Les eurodéputés de tous bords sont exaspérés par les tergiversations et par l'ambiguïté qui entoure la réaction des chancelleries européennes face à la Chine qui organise simultanément les Jeux Olympiques et la répression au Tibet et au Xinjiang. Sur la résolution adoptée tout à l'heure, les explications du rapporteur, le député européen espagnol José Ignacio Salafranca. Ce que la résolution dit, c'est qu'il faut absolument que l'Union européenne doit établir une position commune vis-à-vis de la situation au Tibet et vis-à-vis de la présence des représentants de l'Union européenne à la cérémonie officielle d'ouverture des Jeux olympiques à Pékin. On demande aussi d'autres choses comme l'ouverture d'une enquête indépendante sous l'autorité des Nations Unies. Mais ce qui est le plus important, c'est l'engagement ferme de notre Parlement avec la cause des droits de l'homme partout dans le monde, et particulièrement dans ce cas dans le Tibet, et aussi d'essayer d'avancer la comparution du Dalai Lama qui était prévue pour la fin de l'année, et essayer qu'il vienne à notre Parlement avant la célébration des Jeux Olympiques à Pékin. Le message est donc clair, définissez à 27 une position commune vis-à-vis de la Chine et tenez-vous-y. Ce raidissement des parlementaires européens n'est évidemment pas de nature à rasséréner Pékin, mais de ce point de vue-là, le pire a été évité. Un amendement de dernière minute a été rejeté par les eurodéputés. Il prévoyait tout simplement que l'Union européenne soutienne la candidature de Taïwan aux Nations Unies. À côté d'un semblable camouflet, les réserves européennes sur le Tibet auraient paru très secondaires. Quentin Dickinson à Bruxelles. En Roumanie, plusieurs milliers d'ouvriers de l'usine Dacia, la filiale de Renault, ont manifesté aujourd'hui dans les rues de Pitești, au nord-ouest de Bucarest. En grève depuis bientôt 3 semaines, ils réclament de meilleurs salaires compte tenu de la productivité du site qui fabrique, il faut le rappeler, la Logan et des profits qu'il génère. La mobilisation, 6 à 7 000 personnes, se fait chaque jour de plus en plus forte. Hier, un tribunal a assuré que leur mouvement était légal. À Bucarest, la correspondance de Luca Nicolescu. Roumanie, réveille-toi, nous ne voulons plus être les esclaves de l'Union européenne. Après 3 semaines de grève, la mobilisation reste forte. Quelques 6000 grévistes de l'usine Dacia Renault sont descendus dans la rue à Pitești pour réclamer des meilleurs salaires. Alors que le salaire moyen net chez Dacia Renault est d'environ 300 €, les syndicats réclament toujours une hausse de 150 € pour chaque employé. La direction essaye de convaincre les syndicats qu'une telle hausse n'est pas réaliste et propose quelques 50 €. Selon les syndicats, les pertes de l'usine après 3 semaines de grève s'élèveraient à plus de 150 millions d'euros. La direction ne voit pas les choses de la sorte, affirmant que les pertes n'ont pas encore été évaluées. Luca Nicolescu à Bucarest. Et puis nous reviendrons dans la dernière partie de cette édition sur ce conflit exemplaire des salariés roumains de Dacia et surtout sur son impact, sa signification au niveau européen. Nous serons en direct avec Gérard Filoche, membre du Conseil national du Parti socialiste et inspecteur du travail. En France, le ministre de l'Éducation, Xavier Darcos, reçoit demain matin à 9h la FIDEL, la Fédération indépendante et démocratique lycéenne, puis à 10h30, l'UNL, l'Union nationale lycéenne,
Et enfin, l'après-midi, la FSU, la Fédération syndicale unitaire. À l'ordre du jour est en question la réforme du lycée. Une réforme du lycée qui n'est pas quantitative, mais qualitative, a insisté aujourd'hui devant les sénateurs, le ministre de l'Éducation nationale. Pas quantitative, ce sera difficile de le faire admettre aux lycéens comme aux enseignants, pour qui les 11 200 suppressions de postes à la rentrée prochaine ne sont pas vraiment acceptables. Pour l'instant, la mobilisation lycéenne ne faiblit pas. Le mouvement, au contraire, semble se renforcer. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants étaient dans la rue aujourd'hui à Paris. 40 000 selon les organisateurs, 19 000 selon la police, toujours pleine de malice. Reportage Aurélie Kiefer. Les lycéens ont reçu des renforts, celui de militants politiques, d'étudiants, de fédérations de l'éducation et de parents d'élèves. Nadine, habitante de Noisy-le-Sec, est membre de la FCPE. On est à près de 700 suppressions de postes dans le département, donc les parents d'élèves sont très mobilisés contre ces suppressions. C'est très grave, en fait on sait ce que le gouvernement cherche à faire, c'est un service d'éducation à minima, en particulier pour les enfants de la Seine-Saint-Denis, parce que pour ces enfants-là, finalement, ça leur suffirait bien. Mais nous, on n'est pas d'accord avec ces objectifs, bien entendu. On dit que ces jeunes-là qui manifestent aujourd'hui en très grand nombre, c'est l'avenir de notre pays et il faut leur donner toutes les chances de réussir, en fait. Chez les profs, le ras-le-bol est très net. La commission sur le métier d'enseignant, les suppressions de postes, les heures supplémentaires, toutes ces mesures sont perçues comme des attaques contre la profession et le ton se durcit. Grégory Capel, enseignant d'EPS à Asnières. Les manifestations qu'on avait fait sur une journée, le gouvernement n'avait pas tenu compte. On nous dit à chaque fois qu'il y aura du dialogue, du débat, des choses comme ça. Mais bon, concrètement, c'est toujours pareil. Au contraire, on continue à nous gratter des choses. On espère qu'on va se faire entendre parce qu'il ne faudrait pas aller jusqu'au boycott du baccalauréat. Donc là, il va falloir que le gouvernement réagisse assez vite. Quant aux lycéens, malgré la présence de casseurs qui gâchent un peu l'ambiance du défilé, ils se montrent très déterminés. Tiffany, du lycée Rabelais à Meudon. Le problème, c'est que les chaînes d'information, elles n'en parlent pas spécialement beaucoup et ça nous énerve parce qu'on est tous mobilisés, on fait tous des efforts et total, les informations, ils omettent un peu d'en parler, quoi. Mais on espère que ça va donner quelque chose dans pas longtemps. On est très motivés là. Supprimez les postes. On répond quoi? Résistance. Encore une fois. Résistance. Reportage signé Aurélie Kiefer. On dit des chansons que parfois elles le deviennent. Cette fois, c'est un auteur de chansons, un parolier qui devient immortel. Jean-Loup Dabadi a été élu aujourd'hui à l'Académie française. Il a recueilli 14 voix contre 2 à l'essayiste Jean-Pierre Lassalle, sur un total de 25 votants. 2 bulletins blancs ont été également décomptés et 7 blancs marqués d'une croix, signifiant le refus de tous les candidats. Jean-Loup Dabadi, parolier, mais aussi scénariste, auteur populaire, dans le sens noble du terme. Parcours et portrait avec vous, Aurélie Charon. Né le 27 septembre 1938, sportif, pris entre la passion d'écrire et celle d'aimer, a choisi d'être optimiste. Lui, c'est Jean-Loup Dabadi et ses mots, c'est la 4e de couverture du premier roman qu'il publie, Les yeux secs. Il a 19 ans à l'automne 58. C'est sa mère qui tape le texte et qui l'envoie, c'est son père qui signe le contrat avec le Seuil. 50 ans plus tard, il retrouve à l'académie sa professeure de grec. À l'époque, le jeune Dabadi est sur les bancs de la Sorbonne et il suit les cours de Jacqueline de Romilly. Parce qu'on l'a presque oublié, on le pense avant tout chansonnier, mais Dabadi est un littéraire. Il admire Stendhal, Salinger et Philippe Solers. À ses côtés, il est journaliste pour la revue Telle Quelle. Dans les années 60, c'est un romancier en vogue qui pense que l'écriture n'a pas de frontières. Direction la télévision, pendant son service militaire, il s'ennuie et il envoie 2 sketchs à Guy Bedos. Passion d'écrire, passion d'aimer, il mêle les deux pour Julien Clerc. Femme, je vous aime, ma préférence, c'est lui. Il écrit pour les autres, du sur-mesure, parmi eux Serge Reggiani et Michel Polnareff. Mais il ne s'en tient pas là, il se tourne vers le cinéma, discret, il est là, derrière les répliques des films de Truffaut, Rappeneau ou de Claude Sauté. Il reçoit en 83 le Grand Prix du cinéma de l'Académie française. L'Académie qui lui refuse un siège en 89, elle lui dit non. Mais depuis un demi-siècle, Dabadi est constant, il a toujours 19 ans, il a choisi d'être optimiste, c'est lui qui écrit « Nous irons tous au paradis ». Sous la coupole, le jeune homme est aujourd'hui immortel.
Je vous le disais, en début d'édition, plusieurs milliers de grévistes de l'usine Dacia ont manifesté aujourd'hui à Pitești, au nord-ouest de Bucarest, en grève depuis le 24 mars, pour des augmentations de salaire. Les ouvriers de la filiale roumaine de Renault, qui produisent la Logan, n'entendent pas renoncer. Les syndicats réclament une hausse de 65% des salaires, revendication jugée totalement irréaliste par la direction de l'usine. 3 semaines donc après le début d'une grève qui coûte à Dacia Renault, il faut le préciser, plusieurs millions d'euros par jour. C'est pour l'instant l'impasse et l'on se demande si les augmentations de salaire, même substantielles, n'auraient pas coûté moins cher à Renault que 3 semaines de journée de travail perdues. Nous devions nous arrêter ce soir à Bucarest, à la rédaction du quotidien de l'économie Boursa, La Bourse. Nous devions être en ligne avec Cornel Codița, éditorialiste, mais caprice de la téléphonie des anciens pays de l'Est, impossible de joindre actuellement la Roumanie. Le conflit roumain ayant depuis peu des accents européens, nous avons donc sollicité, juste avant le début de cette édition, Gérard Filoche pour essayer d'analyser ce qui est en train de s'écrire en Roumanie aujourd'hui. Gérard Filoche, membre du Conseil national du Parti socialiste et inspecteur du travail. Gérard Filoche, bonsoir. Bonsoir. Et tout d'abord, Gérard Filoche, 3 semaines de grève quand on sait que chaque journée de travail perdue, c'est plusieurs millions d'euros. C'est un très mauvais calcul pour la direction de Dacia Renault de ne pas négocier d'emblée une augmentation des salaires. Oui, bien sûr, quel magnifique combat. 3 semaines, comme nos caissières de Carrefour, 16 jours. Et pourtant Carrefour, comme Renault, sont des capitalistes florissants. Ils gagnent des milliards de profits. Alors ils ne veulent pas payer les Roumains qui font les voitures, comme ils ne veulent pas payer les Français qui veulent les voitures, c'est-à-dire redistribuer les richesses que font les salariés. Car qu'est-ce qui les fait, les richesses? C'est les salariés, pas les capitalistes. Les syndicats roumains, justement, réclament pour les salariés de Dacia une hausse de 65% des salaires pour les mettre les revenus des ouvriers en adéquation avec la productivité du site et avec les profits qu'ils génèrent. Indexer les salaires sur les profits, c'est une idée révolutionnaire en Europe, donc une idée dangereuse. C'est pas une idée révolutionnaire, c'est une idée loyale, citoyenne, normale, humaine. Et ils réclament 150 euros, 147 euros exactement. C'est un très beau mot d'ordre pour toute l'Europe finalement. Parce qu'il y a 30 millions de travailleurs pauvres en Europe. Mais 60% là-bas, c'est 10% ici. 150 euros, c'est le même mot d'ordre pour toute l'Europe finalement. J'ai vu qu'à Ljubljana, en Slovénie, 54 organisations syndicales, avec la CES, la Confédération européenne des syndicats, avaient appelé pour la première fois à un SMIC européen. Enfin, à des SMIC partout en Europe. C'est un premier pas pour un SMIC européen. La bataille contre la hausse des prix, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce que c'est la hausse des prix? Depuis 30 ans, on nous dit faut pas augmenter les salaires parce que sinon il y aura de l'inflation. Maintenant, on a de l'inflation, mais les salaires n'ont pas augmenté. D'abord, ça prouve que la théorie était fausse. Parce que c'est forcément pas les salaires qui ont provoqué l'inflation, c'est les profits. C'est-à-dire qu'en augmentant leurs profits, ils provoquent l'inflation. Le vrai problème, pour qu'on s'en sorte tous, c'est d'augmenter les salaires et pas le capital. Bien évidemment, vous le savez, la direction de l'usine Dacia Renault de Pitești juge les revendications des salariés inacceptables. Elle n'hésite pas à les qualifier d'irréalistes. Mais au fond, quand on connaît le salaire minimum en Roumanie, vous l'avez souligné, qui est le plus irréaliste? Le patron qui dit non ou l'ouvrier qui dit « Roumanie, réveille-toi, nous ne voulons plus être les esclaves de l'Union européenne ». Oui, ben vous avez raison, vous me prêtez la réponse. C'est la même réponse qu'ils ont faite aux caissières de chez Carrefour. Ils leur refusaient un demi-euro en disant sinon c'est Walmart, les Américains qui vont nous racheter. Ce chantage à qui te tient est un chantage odieux. Le fond du problème, c'est d'inverser cette spirale infernale où tout va vers le capital, où rien ne va vers ceux qui produisent les richesses. Et là, l'exemple des Roumains, d'abord bravo, faut en parler partout en France. C'est bien que les travailleurs de Renault-Cléon aient fait une solidarité. C'est bien que les travailleurs de PSA, Sochaux, Peugeot aient fait une solidarité. C'est bien aussi qu'il y ait des dizaines et des centaines de grèves sur la question des salaires en France aujourd'hui. Ce qui serait bien, c'est d'avoir ce genre de mot d'ordre unifiant. C'est-à-dire un SMIC européen, d'une part, et une hausse de salaire, 150 euros, je le répète, c'est 60% en Roumanie,
10% ici. Moi, j'aime les salariés roumains. Je les aime tellement que je veux qu'ils gagnent autant que nous sans que notre salaire baisse. Et c'est un mouvement uni dans toute l'Europe qui est à l'ordre du jour. J'espère que la Confédération européenne des syndicats ira dans cette voie. Dernière question, Gérard Filoche. En France, le syndicat Force ouvrière a renouvelé aujourd'hui son soutien aux ouvriers de l'usine Dacia Renault de Pitești et la Fédération européenne des métallurgistes exprime, elle aussi, sa solidarité, jugeant que l'augmentation de salaire demandée est justifiée. Comment, à votre avis, les ouvriers roumains peuvent-ils recevoir cette solidarité européenne comme un remake d'une vieille incitation, d'un vieux manifeste? Prolétaires de tous les pays, unissez-vous? C'est vous qui le dites, monsieur, mais vous avez raison. Parce que l'Europe sociale, elle se bâtira comme ça. Et elle sera bien plus solide que l'Europe qu'on nous propose par le capital, par les banquiers, par le haut, mais par le haut des riches, par le haut du profit. C'est l'Europe des peuples, l'Europe des travailleurs, l'Europe des salariés, l'Europe de ceux qui produisent des richesses, qui se construit en Roumanie, et aussi chez nous quand il y a de la solidarité avec les Roumains. Gérard Filoche, merci. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil national du Parti socialiste et inspecteur du travail. Le temps de demain, vendredi, ce sera, nous dit Météo France, pluvieux et perturbé à l'est, plus frais à l'ouest. Les pluies, parfois fortement orageuses, vont s'intensifier au cours de la matinée, principalement du Massif central à Rhône-Alpes et à l'Alsace. Averses bien présentes également pour l'ouest des Pyrénées. Les minimales de demain matin, 0 à -2 dans l'intérieur de la Bretagne, des Pays de Loire et de Normandie. 0 à +5 sur la moitié nord, 4 à 11 degrés sur la moitié sud, 12 à 14 au bord de la Méditerranée, les chanceux. Les maxi de demain après-midi, 10 à 15 degrés du nord au sud, 16 à 19 pour la Côte d'Azur et la Corse. France Culture, 22h16, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez, comme chaque soir de la semaine, Alain Venchen, surpris par la nuit.